BX1 +. Le face-à-face. Mais avant tout cela, on va s'interroger sur ce qu'on appelle parfois la frontière du canal. Est-ce qu'il suffit de jeter des passerelles pour réduire cette distance qui sépare le nord et le sud de Bruxelles? C'est la question à laquelle on va demander une réponse à Catherine Moreau, qui est la bourgmestre de Molenbeek, Yves Goldstein, qui est le directeur général de Canal, le musée Canal. Il va peut-être falloir suivre un petit peu quand on va parler de Canal dans cette émission. Et puis on aura également l'avis de Paul Vermeulen, qui est urbanisme. Ils sont tous les trois avec nous. On va les entendre dans un instant, mais on va d'abord poser cette question-là. Vanessa Lhuillier, quand on parle des deux rives du canal, c'est parfois une frontière physique, c'est aussi parfois une frontière culturelle et sociale. Oui, Pardon. Pendant des années, le canal a été considéré comme une frontière infranchissable par une partie de la population. Alors le canal, il passe sur 8 communes, il traverse 23 quartiers et représente à peu près 15% du territoire de la région bruxelloise. C'est aussi effectivement une frontière en termes de population et de sociologie. Il sépare le centre des communes du croissant pauvre. Alors pour les personnes vivant au sud du canal, comme pour celles du nord d'ailleurs, il représente toujours une frontière. Les jeunes de Molenbeek ont toujours l'impression, par exemple, d'arriver dans un autre monde lorsqu'ils le traversent et ont tendance à rester dans leur quartier. Et depuis une dizaine d'années, eh bien, le politique tente de briser cette frontière. On se souviendra notamment du plan canal de Chemetov, de l'urbanisme Chemetov, de la construction, par exemple, de la tour Upside, de la réhabilitation des entrepôts, de l'installation de l'hôtel de la chaîne allemande Menninger et bien sûr du choix du gouvernement bruxellois de faire de l'ancien Citroën le futur musée d'art contemporain. Et pour créer des ponts, eh bien, quoi de mieux, comme vous l'avez dit, de placer de vraies passerelles aussi. En février, la première était mise pour relier la rue Gossely à la rue du Prince à Molenbeek. Puis nous avons le pont Suzal-Daniel à Tour et Taxi. Et enfin, 2 ponts cyclo-piétons à hauteur du Mima et de Comte de Flandre. Alors je vais poser la première question à Catherine Moreau, bourgmestre de Molenbeek, donc au nord du canal. Est-ce que jeter des passerelles, ça va suffire pour venir à bout de cette frontière ? Alors, c'est un peu plus compliqué à mon avis parce que on a souvent été caricaturé à Molenbeek comme étant en périphérie, en banlieue. En fait, on est au centre de la ville et c'est une grande différence avec, par exemple, les développements urbains parisiens ou marseillais. Donc, on se rend compte que la barrière physique du canal, elle existe, elle est réelle et en même temps, on est déjà au centre. Et ça se marque notamment par des développements comme le Menninger, le Mima, etc., etc. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on franchit un pas décisif ? Oui et non. On désenclave pour ce qui concerne les piétons et les cyclistes. Et par contre, en ce qui concerne la mobilité en voiture, qui est encore essentielle pour un grand nombre de nos concitoyens dans le centre historique de Molenbeek, je pense à des grandes familles avec des enfants qui n'ont pas d'école à proximité. Je pense à des grandes familles qui ont des aînés à aller conduire un peu partout. Là, de ce côté-là, on est assez inquiet. Et ce n'est pas évident parce qu'aujourd'hui, entrer et sortir de Molenbeek en voiture, ce n'est pas plus facile qu'avant, au contraire, et souvent plus difficile. Donc on est au centre de la ville, avec les défis du centre de la ville, et les passerelles, a priori, améliorent la situation des cyclistes et des piétons, mais ce n'est pas terminé. Ouais. Est-ce qu'elles sont bien accueillies, ces passerelles ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'elles sont déjà ou vont dans les prochains mois être réellement utilisées par les Molenbeekois ? Je caricature. Est-ce que ça va pas servir juste à la clientèle bobo qui a envie d'aller au Mima, à faire le voyage du sud vers le nord, et puis personne va vraiment les emprunter, par exemple, pour aller faire ses courses ou son shopping du nord vers le sud ? C'est un danger, ça ? Votre question, elle est intéressante. Elle parle plus largement de la manière dont on s'approprie les berges du canal. Et vous avez raison de dire que l'ensemble du Mima, du Menninger, etc., est un ensemble qui est encore un mur. Et donc, si on prend cette passerelle-là, c'est vrai qu'il n'est pas évident qu'elle soit appropriée tous les jours pour sortir de Molenbeek. Mais si on prend la passerelle qui va de la rue Sainte-Marie vers la rue Locanguien, on est dans une autre logique. Là, je pense qu'elle sera bien davantage empruntée. Pourquoi ? Parce que le parvis Sainte-Marie, lui, est une voie de pénétration entrée-sortie pour les piétons dans Molenbeek qui est très importante. Ouais, je vais donner la parole à Paul Vermeulen maintenant. Vous êtes urbaniste, Paul Vermeulen. Le fait d'avoir des passerelles qui vont donc permettre la circulation, est-ce que ça aide à faire disparaître ce qu'on appelle frontières ? Alors c'est peut-être abusif le terme frontière, mais en tout cas on a bien compris que les quartiers à Bruxelles, ils ne se mélangeaient pas toujours. On a même parfois parlé de ghetto en ce qui concerne Molenbeek.
Oui, mais précisément, effectivement, on peut partir du fait que la plupart des villes, et Mme Moreau l'évoquait, Paris est occupé à construire des ceintures supplémentaires, le RER, ce qu'on appelle le métro du Grand Paris. C'est fréquent dans les villes. L'histoire de Bruxelles montre qu'effectivement, on a aménagé des boulevards, on a grandi. Et une des caractéristiques actuelles à Bruxelles, de mon point de vue, c'est que le Pentagone est devenu trop petit pour une ville qui a augmenté en population d'une bonne vingtaine, 15 à 20% ces dernières années. Donc on est devant cette logique de dire il faut que le centre s'agrandisse si on ne veut pas qu'il devienne un simple musée. Ce qu'on a vu effectivement dans des centres restreints dans d'autres villes. Et donc, les passerelles, mais aussi tous les projets. Je me souviens de discussions qu'on a eues à l'époque à propos de la percée du métro et du projet qu'on appelait Rive Gauche. Comment peut-on désenclaver un quartier qui a une origine populaire, qui reste encore extrêmement populaire, pour qu'il fasse partie de ce qu'on appelle l'hypercentre, c'est-à-dire un centre élargi qui place Molenbeek, cette partie qu'on appelle le Molenbeek historique, dans le même cœur que le quartier des Marolles, le quartier de Beaucaire, le quartier du Parc Royal, que sais-je encore, qu'on soit dans cette logique. Parce que je pense que Bruxelles est aussi ressentie aujourd'hui par les habitants. Vous avez très bien insisté sur cette notion de barrière. Moi, je suis né au nord du canal. Je connais peu de gens qui connaissent bien, par exemple, les gens du sud de Bruxelles connaissent très peu la place de Beaucaire ou la fréquentent très peu. Les gens du sud, quand on leur pose la question, où est le centre-ville, ils nous parlent de l'avenue de la Toison d'Or. Et donc, on a une ville duale qui commençait à se marquer de plus en plus. Et je pense que la notion de hypercentre qui se projette à travers cette atténuation des frontières est une bonne chose pour la vitalité urbaine et pour, je dirais, la mixité sociale, qui est un enjeu important dans les villes. Paul Vermeulen, ça veut dire que dans la notion de centre, telle que vous la décrivez, c'est important de garder plusieurs fonctions, donc pas uniquement la fonction de service ou de tourisme, mais qui est aussi une fonction logement. Ça, c'est important dans un centre-ville ? C'est extrêmement important. On sait que le nombre d'habitants dans le Pentagone a diminué très sensiblement. Je dirais, il y a à peu près 50 ans, on avait 90 000 habitants, on est à moins de 50 000 aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il y a effectivement le poids de l'habitat qui est extrêmement important. Mais il y a aussi, bien entendu, les équipements. Je veux dire, c'est évident que c'est les équipements culturels, mais ça, Yves Goldstein en parlera, et d'autres équipements qui permettent aux citadins d'avoir des vies qui sont dans des lieux attirants. Je crois qu'aujourd'hui, avec le Covid notamment, on voit bien que l'attractivité des villes est un petit peu remise en question. On parle d'aller retourner dans les petites villes, à la campagne, pour se protéger, cette notion de hyperprotection et de distanciation sociale. Mais je pense qu'effectivement, il faut être très attentif à cela. Ouais. Yves Goldstein, donc vous êtes le directeur du musée Canal, qui est donc actuellement en grande construction ou grande transformation. C'est l'ancien garage Citroën. Vous allez être situé donc au sud du canal, mais vous avez envie de tendre la main aux habitants du nord du canal. Vous avez souvent dit, le musée Canal, ça va être le point de rencontre entre les deux Bruxelles. Vous confirmez ? Tout à fait. Alors, j'aime bien quand on parle de nord et sud, mais précisément, c'est est et ouest. Ouais. Puisque le canal transperce Bruxelles de son est et de son ouest, et pas tellement de son nord et de son sud. Mais moi, c'est parce que je suis de Scarbeck, donc j'ai un petit peu transformé la carte. Je peux comprendre. Mais pour dépasser ces questions géographiques, c'est une évidence que la question est plus que physique. Elle est plus que la proximité, elle est plus que des passerelles, elle est plus que des questions de mobilité. Bruxelles est une ville qui n'a pas été assez, mais qui le devient petit à petit, qui doit se penser de manière totalement polycentrique. Et c'est ça toute l'idée de cette ville de demain, qu'il y a plusieurs centres à Bruxelles et que le Pentagone n'est pas l'unique centre de Bruxelles. Mais au-delà de ça, la réalité, c'est qu'effectivement, on peut être séparé d'à peine 100 ou 200 mètres de Molenbeek, comme c'est le cas du projet Canal, avec un cas, que ce n'est pas une raison de proximité qui fera nécessairement rentrer les gens des quartiers qui nous environnent vers ce musée. Et donc le travail qui est à faire, qui dépasse de très très loin des questions de passerelles ou des questions de ponts, c'est un travail de proximité
un travail de, entre guillemets, de médiation, de travail en direct avec les quartiers, sur la dimension de rencontre. Je pense que ce qui manque le plus à Bruxelles aujourd'hui, et c'est un des objectifs de Canal, mais Canal ne pourra pas le faire tout seul, c'est une évidence, c'est la dimension de rencontre. Comment on crée des lieux où des personnes issues d'horizons extrêmement différents, sociaux, économiques, philosophiques, religieux, culturels, trouvent des espaces communs de dialogue, de rencontre, de partage. Ça, c'est l'objectif de Canal, mais on s'est bien rendu compte, entre autres à travers Canal Brut, qu'on a ouvert de mai 18 à juin 19, qu'il ne suffisait pas d'ouvrir un lieu de rencontre pour que les gens se rencontrent. Il y a une série de chantiers, de travail à entreprendre. On l'a essayé de le faire avec Canal à travers les écoles, entre autres, les écoles du réseau communal de Molenbeek. Et je veux remercier la bourgmestre et la cellule pédagogique de Molenbeek qui a beaucoup travaillé avec nous pour faire en sorte que de nombreux écoliers des écoles municipales communales de Molenbeek se rendent à Canal. Mais c'est un travail de longue haleine, c'est un travail avec les associations, c'est un travail avec les écoles pour justement qu'il n'y ait plus de cette barrière mentale. En fait, pour moi, le Canal, plus qu'une barrière physique, est avant tout une barrière mentale. Ouais. C'est ça qu'il faut trouver les chemins à contourner ou à traverser. Yves Goldstein, concrètement, comment ça va se passer lorsque votre musée va ouvrir? Est-ce que on va réellement pouvoir, par exemple, entrer facilement dans ce musée, se dire, tiens, c'est pas un établissement essentiellement pour les touristes étrangers qui ont décidé de visiter Bruxelles? Est-ce que, par exemple, j'habite à Molenbeek et je dois aller travailler dans le quartier nord, je vais naturellement passer par votre musée? Alors, c'est tout le défi et tout le pari qu'on a fait du projet architectural. Donc, en achetant un espace de 40 000 m², ce qu'on n'aurait vraisemblablement pas construit pour faire un musée, parce que c'est énorme pour créer un musée, on a décidé d'affecter la moitié de ces espaces à des espaces publics, à des rues intérieures, à des galeries, à des espaces de partage, à une bibliothèque publique, à une boulangerie, à des cafés, à des restaurants. Et donc, l'idée première de Canal, c'est que justement, on ne soit pas dans un musée classique où on rentre et on doit directement acheter un billet, aller au vestiaire et rentrer dans une exposition, mais au contraire d'en faire une véritable ville dans la ville qui casse les codes du musée, qui casse les codes de justement cette non-appropriation mentale qu'il peut y avoir à travers l'institution du musée et quelque part le désacraliser pour justement faire en sorte que tout, quel que soit son background, puisse arriver à Canal sans se dire ce lieu n'est pas fait pour moi. Alors, on vient de parler de Canal, on a parlé des passerelles, je voudrais qu'on parle d'un troisième élément qui est un élément d'actualité, c'est l'adoption du plan d'aménagement directeur de la gare de l'Ouest. Alors, on est au nord-ouest du Canal. Oui, donc le 3 juin, le gouvernement a adopté donc en deuxième lecture le projet de plan d'aménagement directeur de la gare de l'Ouest. Alors cela fait des années que cet espace compris entre la gare de l'Ouest, Bécante et Ossegem attend son redéploiement. Il coupe la commune de Molenbeek en deux et est devenu au fil du temps un espace à la végétation sauvage avec des anciens matériaux d'infrabel et des dépôts clandestins. Alors sur les 13 hectares sont prévus un parc de 3 hectares, des traversées pour reconnecter justement les quartiers. Et puis, il y a aussi la poursuite de la promenade cyclo-piétonne le long de la ligne 28, 24 000 m² de logements, dont une grande partie publique, 16 000 m² d'équipements collectifs et des commerces. On aura aussi des activités productives. Et puis, la commune de Molenbeek veut aussi construire une infrastructure de type Océade. Donc, reste à trouver maintenant le futur exploitant. Et puis, en attendant que tout cela se construise, puisqu'il faudra à peu près 10 ans, des occupations temporaires pourront être imaginées. Mais d'abord, il faudra dépolluer le sol. Voilà, donc des logements, des infrastructures collectives, des infrastructures de loisirs. Est-ce que Catherine Moreau, vous pouvez dire que avec ce PAD de la gare de l'Ouest, il va y avoir un déplacement du centre de gravité de Molenbeek, ou vous exagérez un petit peu? Non, là, je pense que vous exagérez. Effectivement, c'est plutôt une vision multicentrique. Même à l'intérieur de Molenbeek, on a 12 quartiers, on en aura quelque part un 13e. Cela dit, en fait, c'est 2 demi, puisqu'il y aura toujours la barrière physique du chemin de fer. Mais donc, c'est surtout ce PAD extraordinaire, parce qu'enfin, on arrive à avoir des perspectives pour ces 13 hectares qui étaient là, pour le coup, une gigantesque zone non utilisée, inutile,
en plein milieu de la ville. Et donc, avoir des perspectives dans la mixité à cet endroit-là, avec beaucoup de logements publics, parce que ça, c'est vital pour notre région aujourd'hui, on s'en félicite évidemment. Alors, vous avez mis l'accent tout à l'heure sur les types de déplacements, en opposant un petit peu le déplacement en automobile à la mobilité douce, hein, donc quand on est à pied, en vélo, en trottinette, etc. Quand on parle de l'aménagement de la gare de l'Ouest, on voit que là, il va y avoir plusieurs axes. On a parlé donc des passerelles qui permettent d'aller vers le centre-ville ou vers le musée Canal. Est-ce que, franchement, si on veut s'en sortir, on ne doit pas dire la voiture à Molenbeek, c'est fini? C'est une façon de parler. Je pense que c'est impossible. Nous avons une densité de population tellement importante et des besoins tellement grands, de grandes familles notamment, que non, nous ne nous passerons pas de voiture à Molenbeek. Même si dans le centre historique, c'est quand même pas le plus simple pour circuler, hein. Les rues sont étroites, il y a beaucoup de trafic déjà, c'est dense. Bien sûr, c'est dense et l'idée n'est pas de densifier encore davantage, bien loin de nous cette idée-là. Par contre, de permettre à chacun d'utiliser au mieux, de la manière la plus rationnelle qui soit, et ça c'est toute l'architecture Good Move, etc. C'est essayer d'aiguiller chaque citoyen vers la mobilité qui va pouvoir lui convenir le mieux et convenir le mieux à la société. Donc moi je ne pense pas qu'il faut opposer les voitures, les vélos et les piétons, et si je veux donner un exemple de ceci, c'est très simple. Le long du canal aujourd'hui, en fait, il est difficile d'être piéton, il est beaucoup plus facile d'être vélo ou voiture. Et en réalité, ce sont les vélos qui mettent en danger les piétons. Donc c'est pour un peu démonter, la chose n'est pas binaire. À tout moment, on doit faire attention que ces différents types de mobilité doivent pouvoir coexister dans une ville moderne. Et évidemment, il ne faut pas qu'on puisse donner toute la place à la voiture, mais on doit faire attention également à ne pas donner toute la place au vélo. Et donc, ce sont des développements qui sont des développements articulés, qui sont des développements réfléchis et qui vont permettre aux trois types de mobilité de coexister. Alors, Paul Vermeulen, deux questions. Est-ce que justement, le type de mobilité auquel on pense, ça gomme cet aspect frontière dont on parle depuis tout à l'heure? Est-ce que l'émergence de la mobilité douce fait que la frontière du canal est plus facile à franchir? Ça, c'est ma première question. Puis deuxième question, en tant qu'urbanisme, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour qu'on gomme cet aspect frontière, pour que physiquement, ça ne soit pas ressenti de la même manière? Je pense que, j'ai un peu expliqué comment est-ce que les centres des villes évoluent, comment le centre de Bruxelles évolue. Ce qui me paraît très important, c'est d'avoir ce qu'on appelle dans notre jargon de urban attractors, des facteurs d'attractivité dans des quartiers à Molenbeek, que ce soit à la gare de l'Ouest, que ce soit ailleurs. Réfléchissez un seul instant que l'attracteur majeur de la partie Est, enfin Sud-Est, je ne sais plus comment on peut dire, c'est le Berlaymont, le quartier européen. C'est un formidable attracteur. Du côté Ouest-Nord, bon voilà, on manque un peu. Et donc l'idée je ne défends pas cette thèse pour autant dans le détail parce que je ne connais pas le projet, d'avoir un équipement de type Océate me paraît aller dans le bon sens. Il faut qu'on ait des attracteurs lourds, importants, c'est pas forcément des bâtiments gigantesques, mais des facteurs qui font que la barrière mentale dont Yves Goldstein parlait tout à l'heure s'estompe. Elle ne va pas disparaître, mais elle s'estompe. Qu'on puisse aller, pour différentes raisons d'attraction, dans tel et tel endroit pour y aller. L'autre aspect sur lequel je voudrais juste un instant revenir, M. Grosfilet, c'est la question de la production et de la logistique. Le quartier qu'on vise ici, Gare de l'Ouest et d'autres, ont des fonctions extrêmement importantes en termes de production et en termes de logistique. Aujourd'hui, on rentre dans l'ère du made in, de la production locale, de la production de proximité. On en parle pour nos navets, pour nos salades, pour nos tomates, que sais-je encore. Mais on en parle aussi en termes d'artisanat, en termes de produits de nature très différente. Je pense qu'un des enjeux à Bruxelles, c'est cela. Comment est-ce qu'on peut maintenir une activité productive et comment, par conséquent, si on produit à proximité, on a moins besoin de logistique. Et donc, ce sont des aspects qui sont sous-jacents, qui sont présents dans ces débats d'urbanisme autour de l'avenir
de la gare de l'Ouest et par conséquent aussi de toute cette partie du territoire dans lesquelles il y a effectivement des barrières fort importantes sur différents plans. Ouais. Yves Goldstein, il faudrait qu'on élargisse un instant le débat avec vous, puisque Musée Canal, donc au sud-est de Molenbeek. Mais si je vais encore plus au sud ou plus au sud-est, je vais trouver le quartier nord. C'est peut-être pas tout à fait compréhensible, mais tout le monde va comprendre de quoi je parle. Pour vous, l'intérêt, c'est aussi de vous retrouver au centre du jeu. Ça veut dire qu'il y a aussi une grosse réflexion qu'on va avoir sur le quartier nord. Est-ce que dans l'idéal, ça veut dire qu'on doit connecter le nord du canal ou l'ouest du canal, donc Molenbeek, Anderlecht, avec ce quartier nord? C'est ça qui serait l'opération gagnante? Je ne sais pas si Goldstein m'entend. Pour vous dire, je vous entends. Je ne sais pas si moi on m'entend. Les connexions sont parfois un peu bizarres. Pour moi, les connexions physiques, elles ne manquent pas aujourd'hui. Alors, toute passerelle qu'on peut rajouter le long du canal, toute connexion entre le parc Maximilien et le quartier nord, qui sont effectivement des vieilles dalles d'urbanisme qui cassent un peu les connexions entre les quartiers, tout ce qui va dans le centre avec le CRU, c'est le travail qui est mené par rapport au décloisonnement du quartier nord par rapport au canal, sont des bonnes choses. Et je prends l'expression de Paul Vermeulen tantôt, les attracteurs sont une bonne chose, c'est des conditions nécessaires. Le problème, c'est que ce ne sont pas des conditions suffisantes, puisque que les gens aillent d'un endroit A à un endroit B sans se parler, sans se croiser, sans se connaître, pour moi, pour l'avenir de Bruxelles, ce n'est pas suffisant. Et donc, l'enjeu, et c'est notre enjeu de canal, et on va profiter entre autres des 2 ans de chantier qu'on va avoir devant nous pour justement nous rendre dans les quartiers, travailler en direct avec les citoyens, dans les associations, dans les écoles, dans les espaces publics, c'est ouvrir des espaces de partage. Moi, ma grande crainte pour Bruxelles, que ce soit Molenbeek, que ce soit le quartier du Canal, que ce soit le quartier Nord et d'autres quartiers à Bruxelles, c'est qu'on continue à se croiser, voire d'aller aux mêmes endroits, mais sans se connaître. Et ça, c'est pour moi le grand enjeu qui va démolir cette carte mentale dont je parlais tantôt et qui est si difficile à abattre, parce que c'est celle qui est la plus délicate, évidemment, et qui prend le plus de temps à mettre à mal et à changer. C'est véritablement comment on crée ces lieux de rencontre. Alors, des passages physiques qui permettent ces rencontres sont nécessaires, mais à nouveau, il faut démultiplier des canaux de niveaux différents, pas exclusivement des musées évidemment, mais de ces lieux de rencontre à travers nos communes. L'idée n'est pas pour moi d'Océade comme de Canal, quelque part, même si on est sur 2 plans différents, n'est pas que des gens à travers tout Bruxelles s'y rendent en ne faisant à peine que se côtoyer. Et donc le défi, c'est comment on arrive à faire dialoguer et à partager des choses ensemble. Ouais. Dernier mot, ce sera pour Catherine Moreau. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Yves Goldstein, ce qui est un petit peu un fameux pari, d'abord, il faut de l'ambition, et en même temps peut-être un petit peu contradictoire avec ce qu'une bourgmestre pourrait rêver. Ça veut dire que pour que j'aille au devant des autres et que j'accepte de me mélanger, d'avoir des relations fructueuses avec les autres, il faut peut-être aussi qu'à un moment j'abandonne ma casquette communale et que je ne dise plus moi je suis fier d'être 1080 et je ne côtoie que des gens de 1080. Je suis infiniment d'accord avec ce qu'a dit Yves Goldstein, en fait. Et je pense que c'est extrêmement important de pouvoir miser sur les arts d'une part et la culture pour faire cette mixité et d'autre part sur le sport. Et c'est ce que nous faisons à Molenbeek aujourd'hui, c'est vraiment augmenter la mixité, non seulement des fonctions dans les quartiers, c'est ce qui se passe dans le PAD, c'est la volonté initiée par Rudy Vervoort, portée par toute une équipe autour de lui et qui est remarquable, et puis aujourd'hui s'inscrire dans ces arts, cette culture et ces sports comme des vecteurs d'émancipation sociale et de mixité remarquables. Ouais, y a beaucoup de jeunes qui franchissent plus facilement le canal ces derniers mois, ces dernières années. C'est avec le Covid extrêmement compliqué pour moi de vous répondre. On a été tous très enfermés. Les écoles sont aussi un levier très important pour avoir de la mixité. Et là, on n'y est pas non plus à Bruxelles pour l'instant. C'est pas évident du tout. Donc, il y a encore beaucoup de combats. Mais je pense que c'est un objectif vraiment. C'est probablement l'objectif le plus important en termes de frontières. Merci beaucoup Catherine Moreau, bourgmestre de Molenbeek, Paul Vermeulen, urbaniste, et Yves Goldstein, directeur du musée Canal. Merci d'avoir pris 20 minutes pour discuter de ce thème. On pourrait sans doute faire 2 fois 20, 3 fois 20 minutes sur cette question-là, mais c'est déjà un premier pas. On refera peut-être ce débat peut-être dans quelques mois pour revoir si les choses ont un petit peu bougé. Merci à tous les 3.